Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler de la question du Veldiv. Vous savez qu'il y a quelques jours, Madame Le Pen a été interrogée par Olivier Mazerolle, qu'Olivier Mazerolle lui a demandé sa position sur la question de la culpabilité de la France à propos du Veldiv, et qu'elle a répondu en substance que elle était sur la ligne qui avait jadis été définie par le général de Gaulle et confirmée par Mitterrand, et savoir que le régime de Vichy n'étant pas légitime, la responsabilité de la France n'était pas engagée, la responsabilité qui était engagée, c'était la responsabilité des gens qui avaient décidé à ce moment-là. Bon. Alors ça a donné lieu, comme d'habitude, parce que dès qu'on évoque ce genre de questions en France, c'est un sketch, n'est-ce pas? Ça a donné lieu à toutes sortes de délires, donc je vais faire cette petite vidéo pour dire ce que j'en pense, parce que, après tout, c'est quelque chose qui me touche familialement, puisqu'il y a une personne dans ma famille qui a été raflée au moment de la rafle du Veldiv. Donc j'ai envie d'exprimer, d'extérioriser, de dire ce que j'en pense, parce que j'en ai un petit peu marre de fermer ma gueule sur cette question-là et de voir toutes sortes de bouffons là qui, euh, qui montent leur petit théâtre de marionnettes autour de cette histoire, ça m'énerve. Mais d'abord, je vais faire un petit rappel des faits historiques pour les gens qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, parce qu'on nous en parle beaucoup, mais on nous explique rarement ce qui s'est passé. Donc les 16 et 17 juillet 1942, à Paris, 13 000 personnes ont été arrêtées, dont environ un tiers d'enfants. Ces personnes ont été regroupées dans des centres de regroupement, le principal étant au Vélodrome d'hiver, le Veldiv. Ces personnes ont été déportées et moins de 100 sont revenus. Cette rafle a eu lieu à la demande des autorités d'occupation. Elle a été effectuée avec des policiers et des gendarmes français qui ont été assistés pour l'occasion par quelques centaines de militants du PPF, le parti de Jacques Doriot. Il y a eu une négociation avant la rafle entre le gouvernement français et les Allemands. Le gouvernement français a obtenu que les juifs français ne soient pas concernés, ou alors seulement très à la marge dans des cas un peu compliqués de gens qui avaient une double nationalité, enfin bon, des cas de figure un peu complexes. Ont été concernés presque exclusivement des juifs apatrides ou étrangers. Il y avait beaucoup de cas de figure, c'était très compliqué parce que vous deviez prendre en compte le cas des juifs mariés à des non-juifs, par exemple. Mais d'une façon générale, la consigne qui avait été donnée, c'était de rafler largement en cas de doute. Le tri serait fait ensuite au premier centre de rassemblement. La consigne avait été donnée aux policiers de ne pas discuter avec les juifs qu'ils raflaient et de ne pas tenir compte de leurs remarques. Il semble que beaucoup de juifs ont échappé à la rafle, en partie parce que la résistance a pu en prévenir un certain nombre, en partie aussi parce que, semble-t-il, beaucoup de policiers n'ont pas fait preuve d'un grand zèle dans cette affaire, ça ne devait pas leur plaire du tout le métier qu'on leur faisait faire. À la Libération, donc, comme je vous le disais, une doctrine a été fixée, une doctrine de réconciliation nationale, qui est la doctrine de Gaulle. Cette doctrine, c'était la suivante. Vichy, ça n'est ni la France ni la République. C'est un gouvernement peut-être légal, mais en tout cas pas légitime, parce qu'il a dû agir sous le contrôle de l'occupant. Donc il n'était pas l'expression de la volonté souveraine du peuple français. Et ce gouvernement d'occupation, les actes de ce gouvernement d'occupation ne peuvent donc pas engager la France comme nation ou la République comme État-nation.
Mitterrand, dans les années 80, a encore réaffirmé cette doctrine. Et puis, en 1995, pour des raisons qu'on ne connaît pas, Jacques Chirac a retourné la doctrine de Gaulle. Il a décidé que la France, je cite, la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable, manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Bon. Donc récemment, comme je vous disais, le journaliste Olivier Matrol a interrogé Marine Le Pen sur cette question-là. C'est pas elle qui a choisi d'en parler, hein. On lui a posé la question. Il lui a demandé si elle considérait que la France était ou pas responsable de l'affaire du Veldiv, et elle lui a dit non. Hein, ce sont les décideurs de l'époque qui sont responsables, pas le peuple français, ce qui est en fait la réaffirmation de la doctrine de Gaulle. Donc un certain nombre de gens ont réagi à ça. Alors d'abord, il était intéressant de regarder comment réagissaient les gens qui se réclament plus ou moins du gaullisme. C'est un peu le gaullistotest. Donc le gaullistotest a été franchi finger in the nose par M. Guénaud, qui a rappelé tout simplement que c'était la position du général de Gaulle, le gouvernement de Vichy était illégitime. Il a été franchi avec roublardise par Nicolas Dupont-Aignan, qui lui est dans une situation délicate parce qu'il est candidat. Donc il ne peut pas se ranger derrière Marine Le Pen. C'est pour des raisons électorales, c'est très très mauvais. Il ne faut jamais qu'un candidat se range derrière un autre avant le premier tour. Donc il a dit oui, non, mais on pourrait parler d'autre chose. Cela dit, c'est vrai que c'est la position du général de Gaulle. Donc on va dire que M. Dupont-Aignan a passé le gaullistotest, avec la contorsion de rigueur pour un type qui est en ce moment candidat. En revanche, il faut signaler l'échec pathétique de François Asselineau au gaullistotest. François Asselineau qui a répondu par une pauvreté vraiment, qui a dit soit Marine Le Pen est sotte, soit elle cherche à faire le buzz. Alors que elle n'a fait que rappeler la position du général de Gaulle. Donc la question qu'on a envie de poser à François Asselineau, c'est donc en fait de Gaulle, le 18 juin 40, s'il dit ce qu'il dit, c'est parce qu'il est con ou parce qu'il veut faire le buzz? Il faudra nous expliquer ça, M. Asselineau, hein. Bon. Bon, enfin voilà, c'est le problème d'Asselineau. C'est un excellent conférencier, c'est un type qui a tout compris sur l'euro, sur la zone euro, sur l'Union européenne, mais il y a juste un truc qu'il a toujours pas compris, c'est qu'à un certain moment, la politique, ça consiste à poser ses couilles sur la table et à en payer le prix. Visiblement, là, il y a un petit problème. Bon, quant au reste de la classe politique, à l'exception de Jean-Pierre Chevènement, qui n'a rien dit, parce qu'il n'en pense pas moins, sinon tout le monde a embrayé sur l'indignation de commande, nauséabond, blablabla, Shoah, blablabla, honte imprescriptible, blablabla, repentance, blablabla, etc. Comme d'habitude. À noter, ça c'est pour la petite touche perso, que ça a donné lieu à un tête-à-queue légèrement grotesque, cette affaire, car, parce que j'ai de très mauvaises fréquentations, figurez-vous que je fréquente des gens qui sont des nostalgiques du maréchal Pétain, qui sont partisans de la réhabilitation du maréchal Pétain, etc. Et ces gens, en général entre eux, alors discrètement, mais ce qu'ils ont dit c'est, mais finalement, nous on est d'accord avec le CRIF, c'est vrai, Vichy c'était la France, c'était le gouvernement légal, c'est vrai. Par contre, Marine Le Pen, non, qu'est-ce que c'est que cette gaulliste? Donc c'est assez drôle de voir ce tête-à-queue qui fait que, en fait, maintenant, la position des pétainistes est celle du CRIF et de la classe politique française, et que la position des anti-pétainistes de facto, c'est-à-dire les gaullistes, est celle de Marine Le Pen, qui est quand même à la tête d'un parti historiquement fondé par des gens qui venaient en partie de la collaboration. Donc c'est assez drôle de voir ce tête-à-queue de l'histoire. Bon. Maintenant, au-delà de tout ce sketch légèrement grotesque, je voudrais quand même, si vous le permettez, expliquer très simplement ce que je sais sur cette affaire pour des raisons familiales. Je peux en parler, c'est l'histoire de ma famille. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de voir à quel point il y a quelque chose d'indécent dans les indignations de commande, dans les discours bien pensants contemporains. Ma grand-mère était en 1942 membre d'un groupe de résistants
Elle avait fait un enfant, qui était ma mère, quelques années plus tôt, avec un monsieur qui était un journaliste français juif, d'origine russe. Enfin, son père à lui était venu de Russie. Et elle avait une belle-sœur, qui était, je crois, la sœur de son mari, qui avait épousé un juif polonais. Alors, quand il y a eu la rafle, ma grand-mère l'a su quelques heures, je crois, avant la rafle, soit parce que l'information était descendue dans son réseau de résistants, soit parce qu'elle-même avait capté l'information, parce qu'en fait elle était dans un groupe de résistants, parce que son travail, c'était qu'elle travaillait dans un restaurant assez chic, qui était fréquenté par les officiers allemands et par les collaborateurs. Et en fait, son boulot dans la résistance, c'était d'écouter ce que disaient les Allemands et les collaborateurs dans ce restaurant. Donc je ne sais pas comment, mais elle a appris que la rafle aurait lieu. Il semble qu'elle ait pu prévenir sa belle-sœur, qui a pu se mettre à l'abri avec son bébé en bas âge. Euh, Qu'est-ce qui serait arrivé à la belle-sœur si elle n'avait pas pu se mettre à l'abri? Je ne sais pas, puisque c'était une Française juive. Et la famille de mon grand-père, la famille française juive, bon, a eu bien sûr quelques mesures vexatoires à supporter sous l'occupation, mais elle n'a pas été déportée, parce que les juifs français ont été protégés en fait par le régime de Vichy. Mais elle était mariée à un juif polonais et elle avait un enfant qui était le fils d'un juif polonais. Alors je ne sais pas comment ça se serait passé dans ces cas-là. Toujours est-il qu'elle, de toute façon, avec son bébé, elle a pu se mettre à l'abri. En revanche, son mari et les deux enfants les plus âgés, un garçon et une fille, eux, ont été raflés. Donc d'après ce qu'on m'a raconté, ma grand-mère, sans doute par des contacts dans la résistance, a pu approcher des gendarmes qui montaient la garde, je crois que c'était au Veldiv, en tout cas c'était dans un centre de rassemblement, et ils lui ont dit en gros, écoute, il faudrait que tu nous donnes un peu d'argent pour qu'on puisse graisser quelques pattes, pour que certaines personnes regardent du mauvais côté au bon moment, et on peut faire sortir les enfants. Mais pour le père, c'est impossible, c'est un juif polonais, le Reich le veut, il est sur la liste, on ne peut pas le faire sortir. Donc, ça s'est passé comme ça, et puis ma grand-mère a récupéré les deux gamins, et elle a été témoin à cette occasion d'une scène qui l'a, d'après ma mère, très profondément marquée, parce que le père, en gros, a parlé avec elle et lui a fait comprendre qu'il estimait qu'il ne reviendrait pas. Donc probablement, il savait plus ou moins que les Allemands allaient les tuer ou les faire mourir. Enfin bon, ça avait, d'après ma mère, ça avait vraiment très très profondément touché ma grand-mère. Ensuite, qu'est-ce que sont devenus tous ces gens-là? C'est intéressant de connaître leur parcours, ça permet de bien comprendre la complexité de ces époques-là. Alors les deux enfants, il y en a un qui est devenu un stalinien fanatique, qui a changé son nom pour effacer ses origines juives, parce que le PCF de l'époque était assez antisémite en fait. Euh, et la fille est allée en Israël. Il semble qu'elle n'y soit pas restée en fait. Je ne savais pas, je l'ai appris récemment. Elle est allée en Israël et puis elle en est revenue en disant qu'elle ne supportait pas la vie dans un kibbutz parce qu'il fallait écouter Beethoven à heure fixe. Ça l'avait marqué. Elle n'était pas faite pour ça. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Euh, ma grand-mère a été arrêtée, je crois que c'était en 43 par les, je sais pas si c'est par
la police française ou par les Allemands, mais enfin bon, disons que la Gestapo ou des gens comme ça s'étaient doutés que ça écoutait beaucoup dans ce restaurant. Et en fait, ma grand-mère a été sauvée par la patronne du restaurant, qui était une collabo intégrale, du dernier chic avec l'occupant, mais qui est allé trouver les Allemands pour leur dire non, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je me porte garant de mon personnel. Donc, c'est ce qui a probablement sauvé la vie, en tout cas évité de très gros ennuis à ma grand-mère, qui a rendu, et là on voit bien la complexité de ces époques-là, qui a renvoyé l'ascenseur à sa collabo de patronne en 1944 en faisant un papier comme quoi oui, oui, elle nous avait aidés dans la résistance, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais qui a évité probablement à une collabo de se faire tondre. Et ma grand-mère a fait ça, elle a dit après à ma mère, j'ai pas seulement fait ça parce que l'autre m'a tiré d'affaire en 43, mais aussi parce qu'elle avait 3 enfants. Et que bon, voilà. Voilà, c'est ça la réalité de ces époques-là. Donc, moi, c'est une affaire qui me touche personnellement. Ça s'est produit, voilà, ça s'est déroulé comme ça. Euh, ma bonne catholique de grand-mère a dû aller au Veldiv chercher les cousins sous prétexte que leur père était un juif polonais. Et ça a marqué dans la famille, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez, je vais être cash. Pour moi, le sketch permanent sur la repentance, en tant que personne qui, comment dire, que ça touche à travers sa famille, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse absolument pas. Je trouve même ça un petit peu, pour tout dire, grotesque. Je veux dire, des gens qui ont pu participer concrètement à la rafle du Veldiv, en France, il ne doit pas en rester beaucoup, hein, parce que, voyons, en 42, bon, il y avait peut-être quelques jeunes policiers dans la rafle qui sont encore vivants aujourd'hui et qui doivent approcher les 100 ans. Bon, et c'est personne quasiment. Je veux dire, c'est de l'histoire, c'est fini. Il doit rester peut-être, je sais pas, quelques centaines de personnes en France qui ont été témoins des événements et quelques dizaines qui y ont participé directement ou indirectement. Enfin, voilà. Donc de quoi on se repent? La culpabilité, ça s'hérite pas d'une génération sur l'autre, pas devant les hommes. C'est une lecture extrêmement stupide de la Bible de croire que parce que, n'est-ce pas, l'Éternel se venge sur les fils des fautes des pères, les hommes doivent considérer que, au regard des lois humaines, ils sont les héritiers de la culpabilité de leur père. Ça n'existe pas, et d'autant moins que je rappelle que il est quand même écrit dans le texte, n'est-ce pas, que si l'Éternel tient compte des fautes jusqu'à, je crois, la 10e génération, il tient compte des mérites jusqu'à la 1000e génération, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du texte exact, mais enfin, l'idée générale, si vous voulez, c'est quand même plutôt que, d'abord, si quelqu'un a à juger dans l'éternité, c'est Dieu, et Dieu seul, et ensuite, de toute façon, il aime à pardonner. Donc, c'est quoi cette espèce de catégorie pseudo-religieuse de la repentance? Non seulement enfin, je vois pas de quel droit les institutions politiques font d'une catégorie du religieux, mais en plus, en l'occurrence, c'est une catégorie du religieux qui ne me paraît pas inscrite dans la véritable religion, dans la véritable tradition religieuse, ni chrétienne ni juive. Donc, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est de la merde. Voilà, c'est mon opinion. En revanche, moi, ce que j'aimerais bien,
c'est que, au lieu de se faire des sketchs ridicules de procession sadomaso de repentants, on tire les vraies leçons politiques de ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce que c'est de l'histoire, et ça appelle un débat, un dialogue, une analyse, une critique, une révision permanente, en vue de tirer les leçons, et en particulier les leçons politiques de ce qui s'est passé. Je crois que la première leçon, la leçon la plus évidente, c'est qu'il ne faut pas perdre les guerres. Parce que vous savez, s'il y a eu une rafle à Paris en juillet 1942, c'est parce que la France avait perdu la guerre. Et elle a perdu la guerre, il faut s'en souvenir en grande partie parce qu'elle était divisée contre elle-même. On a lu Annie Lacroix-Ry, il faudra que je fasse une note de lecture d'ailleurs, sur son livre L'étrange défaite. Pardon, sur son livre L'étrange défaite, c'est Marc Bloch, il faudra faire une note de lecture aussi. Son livre, c'est Le choix de la défaite. Sur la façon dont les élites françaises une partie des élites françaises, ont été bien contents, au fond, de laisser Hitler s'armer, voire de le laisser envahir la France, voire de l'aider à battre contre l'Union soviétique. Elle est plus discrète, Madame Lacroix-Ry, sur le rôle ambigu du PCF pendant la drôle de guerre, et en particulier sur le rôle de la CGT. C'est curieux, mais elle n'en dit rien. Ça aussi, il faudrait en parler. Bref, d'une manière générale, il faudrait arriver à la conclusion que si on veut éviter ce genre de catastrophe, il ne faut pas perdre la guerre, et que pour que la cité dans laquelle on vit ne perde pas la guerre, il faut travailler à son unité. Et en ce sens, le discours gaulliste sur le thème « La France légitime était à Londres », parce qu'il est fondateur de réconciliation, parce qu'il est fondateur d'unité de la cité, c'est peut-être celui qui tire le mieux les leçons de ce qui s'est passé en juillet 1942 à Paris. Ensuite, je pense que la deuxième leçon historique et politique, c'est que Nietzsche avait raison, l'État est le plus froid des monstres froids. Et je voudrais faire une remarque là-dessus. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas que les Allemands qui ont mis des populations sur base ethnique dans des camps de concentration. Les Soviétiques aussi l'ont fait, mais aussi, c'est moins connu, les Américains. Mais les Américains aussi, parce que après Pearl Harbor, ils ont mis les Américains d'origine japonaise, les Japonais vivant aux États-Unis, dans des camps de concentration. Il y a eu plusieurs centaines de milliers d'internés et il y a eu une très forte mortalité parce que les conditions de vie étaient très mauvaises, les conditions d'hygiène n'étaient pas assurées, il n'y avait pas de soins médicaux, etc. Mais il y a une différence entre l'Amérique de Roosevelt et l'Allemagne de Hitler. Dans l'Amérique de Roosevelt, dès 1943, je crois, ou dès la fin 1942, il y a des inspections du Congrès qui se déroulent dans ces camps d'internement où on a mis les populations japonaises. Parce que, en soi, mettre les populations japonaises dans ce contexte-là, dans des camps d'internement, ça s'expliquait. C'est vrai qu'elles représentaient un risque considérable pour l'Amérique. Le problème, c'était quelles étaient les conditions d'internement. Il y a des inspections du Congrès. Et quand le Congrès s'aperçoit que les conditions d'internement sont très mauvaises, il fait ce qu'il faut. Ceux qui n'ont pas bien géré la chose se font taper sur les doigts, et les populations sont correctement traitées. Pourquoi ? Parce qu'à travers le Congrès des États-Unis, le peuple américain a eu une vision, une supervision, sur ce que faisait le plus froid des monstres froids, sur ce que faisait l'armée, l'administration, la machine bureaucratique. Et donc les dégâts ont été limités. Bon, il y a eu une période de panique où effectivement il s'est passé des choses qui ne sont pas à l'honneur de la grande démocratie américaine, mais ensuite, assez vite, on est revenu là-dessus. Ça, c'est une chose qui ne pouvait pas arriver dans l'Allemagne de Hitler, parce que tout simplement, le peuple n'avait pas cette supervision sur ce que faisait la machine d'État. Et c'est la deuxième leçon à tirer des événements du Veldiv. Il faut toujours que le peuple ait une supervision sur ce que fait l'État, ce que fait l'administration, ce que fait la machine d'État. Et donc, ce pouvoir aujourd'hui en France,
qui se repent rituellement de ce qui s'est passé au Veldiv, qu'est-ce qu'il fait avec son état d'urgence permanent, avec ses lois liberticides, avec son Patriot Act à la française? Eh bien, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de créer les structures génératives qui peuvent un jour déboucher sur des horreurs comme celle-là. C'est-à-dire que ceux qui se repentent de ce qui s'est passé dans le passé agissent aujourd'hui de telle sorte que ça pourrait se reproduire dans l'avenir. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est pas qu'ils continuent à se repentir comme des cons, c'est qu'ils tirent les vraies leçons politiques de l'affaire, qu'ils comprennent que la dérive liberticide dans laquelle ils sont engagés est extrêmement dangereuse, et d'autant plus qu'ils ne savent pas quel pouvoir demain pourrait survenir en France et utiliser les instruments qu'ils sont en train de constituer. Et puis, la troisième leçon, c'est que celle-là, c'est une leçon pour nous, pour les gens qui prennent la parole dans l'espace public, en particulier ceux qui prennent la parole dans le petit monde de ce qui est connu d'appeler la dissidence française. Quand on prend la parole, on doit prendre les précautions qui vont avec. Il y a une chose aujourd'hui qui m'inquiète dans la façon dont les choses se passent, c'est que, vous savez, il y a une sorte de confusion qui est en train de s'établir entre l'espace privé et l'espace public. Là, je suis là, je fais une vidéo qui va être diffusée sur YouTube. En moyenne, les vidéos que je mets sur ma chaîne font 20 000 vues à peu près. Bon. Ça veut dire qu'en gros, je vais toucher 10 000 personnes. Moi, je considère en gros, on divise le nombre de vues par 2, on a le nombre de personnes qu'on touche. Mine de rien, c'est déjà une prise de parole dans l'espace public. À très petite échelle, mais c'est déjà une prise de parole dans l'espace public. C'est un peu dangereux, parce que j'ai presque l'impression d'être dans l'espace privé. Je veux dire, je mets un paravent derrière, parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires sur les tableaux de très mauvais goût que j'ai mis sur mon mur. Je mets le caméscope devant, mais là je suis tranquille dans mon salon, pas de problème. Mais en fait, je suis pas dans l'espace privé. J'ai l'impression d'y être, mais j'y suis pas. Je suis dans l'espace public. Et la grande différence entre l'espace privé et l'espace public, c'est que dans l'espace privé, vous savez à qui vous parlez, pas dans l'espace public. Donc c'est pour ça que dans l'espace privé, on peut faire des saillies drôlatiques, de très très mauvais goût. Vous savez, en privé, moi je me gêne pas, hein, je raconte des blagues racistes débiles parce que c'est drôle, voilà, c'est tout. Je ne pose pas plus de questions. Je peux le faire en privé parce que je sais que les gens avec qui je plaisante, je peux plaisanter avec, vous savez, on peut plaisanter sur tout, mais pas avec tout le monde. Et je sais que les gens que je fréquente dans l'espace privé vont être assez intelligents pour ne pas prendre ces blagues au premier degré. Dans l'espace public, je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc ça veut dire en particulier que je peux m'adresser à des dingues ou à des cons incurables. Et statistiquement, dès que vous avez une audience en milliers de personnes, vous avez un certain nombre de dingues et de cons dans le lot. Hein. C'est la loi des grands nombres. Y compris des gens qui, prenant tout au premier degré, ayant naturellement tendance à réagir avec violence, peuvent rentrer effectivement dans les logiques qui ont conduit ces militants du PPF de 42, qui étaient probablement d'ailleurs des braves gens à titre personnel, à participer à une opération qui est objectivement un crime d'État et un crime de guerre, parce que, bon, rafler les gens, rafler des étrangers pour les renvoyer dans leur pays d'origine, c'est pas un crime. Mais quand, en fait, en les renvoyant dans leur pays d'origine, on les envoie dans des camps d'extermination, ça devient un crime. C'est comme ça. Bon. Je ne sais pas dans quelle mesure ces militants du PPF savaient où ils envoyaient les gens qu'ils raflaient. Mais en tout cas, ça les a bel et bien conduits dans une situation où ils ont commis un crime d'État, ils ont participé à un crime d'État. Donc il faut faire attention, ça c'est pour nous. Il faut faire attention au discours qu'on tient, et je pense que il faut toujours nous souvenir que même quand nous prenons toutes les précautions, nous pouvons tomber sur des gens
qui sont dingues ou qui sont bêtes. Et donc il faut faire attention, voilà. C'est la conclusion que j'en tire à titre personnel. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à ce que je dis dans l'espace public à cause de ça, parce que j'ai compris qu'il fallait se méfier. Voilà, donc j'ai terminé mon petit coup de gueule, ça m'a fait du bien, je me sens mieux, et en gros j'ai dit que, bah oui, je comprenais très bien la position de Marine Le Pen, et que j'étais tout à fait d'accord avec elle. C'est évidemment ça qu'il faut dire quand on veut être président de la République. Et c'est pas une question d'être sot ou de faire le buzz. Voilà, donc je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera une note de lecture sur les écrits des petits candidats. À bientôt.